Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Il est à présent temps de s'exprimer, souligne le candidat numéro 3 Andrzej sur sa page Facebook face aux différentes déclarations à son égard et aux tentatives des autres candidats de semer le trouble. Il donne alors rendez-vous à la population malagasy demain soir à 20h sur Viva. Et ce n'est plus le moment d'inciter les Malagasy à descendre dans la rue, a déclaré aujourd'hui le sénateur, le général Richard Ravalman à Massenjaï. Il est temps de se concentrer sur les préparatifs de l'élection, a-t-il soutenu. Il a rajouté que les Malagasy ne veulent plus d'une autre crise. Les détails sur les images de Yves Janel. Le sénateur, le général Richard Ravalman, a déclaré aujourd'hui que les 11 candidats qui se présentent contre le candidat numéro 3 Andrzej à la présidentielle ont peur de la force politique de ce dernier. De nombreuses tentatives pour l'empêcher de se présenter à l'élection ont eu lieu depuis 2022, a-t-il rappelé, mais tous ont échoué. Et voilà qu'à l'arrivée des émissaires des Nations Unies, que ces 11 candidats veulent montrer que le pays est dans le chaos. C'est pour cette raison que les 11 candidats voulaient effectuer un meeting hier au Palais des Sports, souligne ce sénateur. Mais le résultat est le même. Il n'y a pas eu du monde. En effet, les Malagasy en ont marre des crises, martèle-t-il. Les marchands n'ont pas été contents que leur gagne-pain quotidien soit perturbé hier à Mamassen et à Nalakeli. Il a aussi rajouté que les forces de l'ordre feront leur travail pour maintenir l'ordre. Le sénateur, le général Richard Ravalman, a également rappelé aux candidats qui sont descendus à Mamassen et à Nalakeli hier que certains de leurs pairs effectuent déjà des descentes dans les provinces au lieu de les soutenir. Il est donc temps de se réveiller, a-t-il rajouté, au lieu d'essayer de semer le trouble dans la capitale et de se concentrer sur la préparation de l'élection. Toujours en politique, le blocage de la machine étatique, la transition et le partage de pouvoir sont les objectifs des 11 candidats. Ils ne se sont pas préparés à cette élection qui se tiendra le 9 novembre, souligne le sénateur Thié Boumaleu. Ces candidats pensent également qu'ils sont au-dessus de la loi, a-t-il rajouté. Saï Sylvain, Sech Andjanab. Les masques des 11 candidats sont tombés après leur déclaration d'hier. Leur objectif est clair, semer le trouble dans le pays. C'est pour cette raison qu'ils incitent la population à manifester dans les rues. Ils veulent donc que toute la machine étatique soit bloquée, soutient le sénateur Thié Boumaleu. Destitution de la CENI, de la HCC et mise en place d'un gouvernement de transition sont leurs désirs, poursuit le sénateur. Pourtant, il n'y a aucune raison de trouver un accord politique dans le pays, car le pays ne traverse pas une crise. Il appelle ainsi les candidats à respecter la Constitution et les accords qu'ils ont acceptés lors de leur dépôt de candidature. Une autre crise n'est plus acceptable pour le pays selon la société civile unie au sein de l'association Anjemasu. Cette plateforme condamne les personnes qui prétendent faire partie de la société civile et qui pourtant font une déclaration pour s'opposer à la Constitution. Le point avec Fadjasena Mireille et Yves Janel. Plus de 34 plateformes de la société civile regroupées au sein de l'association Anjemasu se sont unies et sont d'accord sur le fait que semer le trouble dans le pays ne sera pas bénéfique pour Madagascar. Seule l'élection du 9 novembre est la solution et devrait être la priorité de ceux qui se déclarent être patriotes. Les Malagasy ont le droit de choisir celui à qui ils veulent donner le pouvoir. Anjemasu condamne également l'immixtion de la société civile dans la politique. Selon toujours son président, la société civile ne devrait pas inciter les Malagasy à s'opposer à la Constitution.
Dans les actualités sociales, les dépenses quotidiennes des habitants de la commune de Masnjai ont diminué grâce à l'eau potable à bas prix. L'objectif fixé par le gouvernement de fournir de l'eau potable à la population malagasy a été atteint pour la commune de Masnjai. Aujourd'hui, les deux bonbonnes ont été inaugurées dans les Fouktan de Tsaraounen et Ivoire. 15 000 habitants en bénéficient. Détails sur les images de Yves Janel. Les habitants de la commune rurale de Masnjai souffrent d'approvisionnement d'eau depuis de nombreuses années. Ils étaient obligés d'utiliser de l'eau des ruisseaux qui contenait parfois des saletés. Souvent même, il n'y avait pas d'eau du tout et quand il y en avait, les habitants devaient payer 400 arrières le bidon. La vision du gouvernement est de permettre aux Malagasy d'avoir accès à l'eau potable. Les habitants de la commune rurale de Masnjai n'ont pas été oubliés. Ils peuvent dorénavant avoir de l'eau potable car une borne fontaine est ouverte de 6h à 7h15 le matin et de 15h à 17h l'après-midi. Elle coûte 200 arrières les 3 bidons. Selon les explications du maire Andjeanu Menzanar Stella Marius, la demande pour avoir l'accès à l'eau potable a été faite en 2020 et elle est arrivée l'année dernière, mais les deux bonbonnes qui se trouvent dans le Fouktan de Tsaraounen et de Ivoire n'ont été inaugurées qu'aujourd'hui, selon les conditions fixées par le ministère de l'eau. En outre, la commune rurale de Masnjai a reçu 21 infrastructures émanant du gouvernement. C'est pourquoi, pour poursuivre le développement de la commune, il est nécessaire de s'unir en soutenant le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle, a-t-il poursuivi. Le centre communautaire de Masnjai a également été inauguré aujourd'hui. Il a été négligé pendant de nombreuses années, mais a été restauré actuellement. Et puis 71 personnes sont sinistrées dans le Fouktan d'Antsapanmaz, dans la commune de Mananas, région Itas, suite à un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de lundi dernier. Des représentants du ministre de la Justice, ministre coach de la région d'Itas, sont descendus sur place hier pour emmener des aides à ces sinistrés. Toujours un détail sur les images de Yves Janel. Lundi soir, vers 21h, 14 maisons ont été détruites en un clin d'œil à la suite de l'incendie survenu dans le Fouktan d'Antsapmaaz, commune de Mananas, région Itas. Aucun des habitants n'a pu voir l'origine de l'incendie. Ils n'ont pas non plus pu sauver les biens. C'est notamment le cas de ces deux femmes qui n'ont plus rien. Le gouvernement, à travers le ministre de la Justice, Randjamanatena Souland Boulatine, qui est également ministre coach de la région d'Itas, a apporté de l'aide comme du riz, du manioc, des assiettes, des cuillères, des marmites, à travers ses représentants. Le but du gouvernement est de se rapprocher du peuple. C'est pour cela que les ministres ont été nommés coachs de chaque région. Par ailleurs, le ministère de la Santé prendra en charge le traitement des blessés. Et du fait des incendies qui ont eu lieu samedi dernier dans les communes de Matalak et Manaten, 100 personnes sont sinistrées. Le gouverneur de la région d'Anos, Ivoire, Akotvel Manansou, est venu à leur chevet et leur a offert des dons. Une centaine de personnes sont sinistrées suite aux incendies qui se sont tenus dans la commune de Matalak et de Manaten. Le feu a débuté dans une maison et à cause du vent, cela s'est propagé sur 23 toits qui ont été totalement calcinés. Face à cette situation, le gouverneur de la région d'Anos, voire Kutvel Manansou, est descendu sur place pour réconforter les victimes et pour leur apporter des vivres et des produits de première nécessité. Elle a également offert des kits pour 35 femmes. Le ministère de la Population l'a accompagnée lors de cette visite. Dans les actualités internationales, les États-Unis fonçaient tête baissée vers une paralysie de l'État fédéral, plongeant le pays dans une pagaille logistique et une bataille politique. Le président Biden et les républicains s'imputant tour à tour la faute. France 24.
On ne peut pas parler de paralysie, en tout cas pas à ce stade. Souvenez-vous, Philomé, en 2018, l'administration de Donald Trump avait fait face à l'un des shutdowns les plus longs de l'histoire de l'Amérique, presque 2 mois, et concrètement, dans les jours qui ont suivi le vote du budget, tout est globalement rentré en ordre très rapidement. Valider ou ne pas valider le budget est en réalité un moyen de pression politique, et vous l'avez brièvement évoqué. Cette fois, c'est le camp républicain qui marque le blocage, mais concrètement, toutes les administrations vitales de ce pays ont depuis des décennies adopté la culture de la provision, justement en prévision du prochain shutdown. Alors certes, quelques-uns des parcs nationaux américains devront refuser du public dans les prochains jours. On s'y attend. Quelques professeurs dans les comtés les moins prévoyants utiliseront ce prétexte pour ne pas rejoindre leurs élèves, mais ni les hôpitaux, ni la police, ni l'armée ne verront leur fonctionnement perturbé en profondeur, en tout cas à partir de ce dimanche. La querelle sur le budget alimente le débat politique, on l'a compris, permet à quelques figures de la Chambre des représentants d'utiliser les superlatifs qu'ils ont préparés de longue date, mais très vraisemblablement, il s'agira cette fois encore de beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Soulignons néanmoins que la perspective du blocage ne participe pas à l'apaisement du climat général, c'est clair, et que le sujet central est un sujet sérieux, puisqu'il s'agit de mesurer la popularité réelle de l'aide militaire à l'Ukraine dans le camp républicain et plus largement dans l'opinion américaine. Et puis le meurtre de la légende du rap Tupac Shakur, commis en 1996 à Las Vegas, va-t-il enfin être élucidé? Duane Davis, un ex-chef de gang, a été inculpé hier dans cette affaire qui a laissé une marque indélébile sur l'univers du hip-hop depuis près de 30 ans. Un reportage de France 24. Un meurtre brutal, inélucidé depuis 27 ans. Ce 7 septembre 1996, le rappeur Tupac est au sommet de la gloire quand il est tué dans une fusillade à Las Vegas, âgé d'à peine 25 ans. L'enquête sur sa mort n'avait jamais abouti. Un ex-chef de gang de Los Angeles, seul témoin du meurtre encore en vie, vient d'être inculpé. 27 ans. Depuis 27 ans, la famille de Tupac Shakur attend que justice soit faite. Nous annonçons aujourd'hui l'arrestation de Duane Keith Davis, alias KFD, 60 ans, pour le meurtre de Tupac Shakur. Le soir de sa mort, le rappeur Tupac avait assisté à un match de boxe de Mike Tyson avec le fondateur de son label musical, aussi membre d'un gang. Une bagarre avait éclaté dans les couloirs contre une bande rivale à laquelle appartenait Duane Davis. La police savait de longue date qu'il était impliqué, mais l'enquête aurait avancé de manière décisive cet été. Alors qu'il se trouvait dans la Cadillac blanche, M. Davis a saisi l'arme qu'il s'était procurée et l'a donnée aux passagers qui se trouvaient à l'arrière. Duane Davis, âgé de 60 ans, sera donc prochainement jugé. Aujourd'hui à Las Vegas, sur le carrefour où s'est produite la fusillade, on trouve encore de nombreux messages d'hommage. Ses fans sont heureux d'apprendre la nouvelle. Il était vraiment temps. C'était il y a des années et je suis heureux qu'il soit traduit en justice. Tupac est une icône qui a disparu, vous savez. Il manquera pour toujours à l'industrie du rap. Et je suis content que son meurtre ait vraiment été élucidé et que la police ait fait son travail. Tupac Shakur avait eu une carrière aussi brève que fulgurante. Sa mort prématurée l'avait fait entrer dans la légende, devenant un symbole pour toute une génération. Il a vendu 75 millions d'albums dans le monde, un record absolu pour un rappeur. Changer le monde commence aux toilettes. Tel est le credo de la start-up Tupi Organics, spécialisée dans la collecte et la valorisation de l'urine humaine. Depuis 2019, elle récupère l'urine dans différents lieux, recevant du public et la transforme en biofertilisant agricole, une alternative écologique aux engrais chimiques. Tout cela en économisant de l'eau potable. France 24. C'est cool, autant que ça serve. Je le fais déjà dans mon jardin, moi.
Je le recycle déjà avec mes tomates. Je suis pas surpris. Je trouve ça bien, une bonne initiative. Apparemment, l'urine, on fait pas mal de choses avec. Dans le monde dans lequel on vit, le gaspillage, il y en a marre. J'achèterai pas les carottes extraits de mon urine, mais c'est beau. On va uriner sans se poser la question où est-ce que va finir la pisse. Là, pour le coup, c'est une très belle nouvelle, donc c'est super. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'urine comme un milieu de culture pour des micro-organismes qui vont fermenter dedans et qui vont se concentrer par milliers et qui ensuite vont permettre aux plantes de capter les nutriments dont elles ont besoin dans l'environnement. Azote, phosphore, potassium, etc. On est les seuls au monde aujourd'hui à faire fermenter l'urine humaine et à le transformer en biofertilisant agricole. L'urine, elle va tomber par gravité dans les tuyaux que vous voyez là. Et ensuite, il y a une pompe qui va aspirer l'urine dans ce qu'on appelle des IBC qui sont derrière. Et c'est dans ces IBC qu'on a mis notre produit stabilisant pour que l'urine, elle se reste propre et pour qu'il n'y ait pas d'odeur. Donc ça, tout ça, ça vient de la fête de l'humanité. Donc c'est arrivé en camion dans ces rayonnages ici. Et ça, une dernière fois après, ça va être conditionné. Ça, c'est de l'urine, classique. Et là, ça va être du produit transformé. Et donc, ce qui fait que c'est opaque, c'est parce qu'à l'intérieur, maintenant, il y a des micro-organismes qui ont poussé, des bactéries vivantes qui vont avoir un effet dans le champ. Aujourd'hui, pour faire un hectare de blé, en moyenne en France, on utilise 300 kg d'engrais azotés. Si on veut remplacer ça par de l'urine brute, c'est-à-dire sans aucune transformation, c'est possible, ça a été démontré, mais il faudrait mettre 30 000 litres par hectare, ce qui est énorme. Avec la transformation, avec le process Topi, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à l'agriculteur, écoute, tu vas réduire de la moitié tes engrais minéraux, enfin de 30 à 50% tes engrais minéraux, tu rajoutes 25 litres de notre produit et tu as le même rendement. Quand on voit les limites planétaires qui ont été franchies, notamment sur le cycle de l'azote, cycle du phosphore, cycle de l'eau, enfin tous ces cycles-là, en fait, on pourrait quasi, enfin j'exagère un petit peu, mais on pourrait quasiment tout régler en recyclant les urines. Il faut avoir du recul là-dessus, donc je peux pas dire exactement, on n'en a jamais utilisé. Donc, je suppose que ça s'était jamais fait encore jusqu'à présent, donc bon, après pourquoi pas essayer. Nous on a profité de la révolution agricole des années 60. Alors c'était des fertilisants et on a doublé les rendements. Et bon, aujourd'hui, d'autres sources de fertilisants seraient peut-être les bienvenues. Et voilà, pour économiser les engrais importés, peut-être pour favoriser la vie biologique des sols. Donc moi, je suis dans une optique de rester en bio et de développer plutôt des nouvelles techniques, et d'économie d'eau, économie d'intrants. Donc ça peut être une idée pour fertiliser les sols en fonction des éléments que ça apportera, bien sûr.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'être restés jusqu'à son terme. Toute l'équipe vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.